Très heureux de vous retrouver. Oui, c'est la journée du Gaminet. Oh, on roule sans T-shirt. Voyons donc. Tabaslac, on va pas se faire se compter de menterie. On va pas essayer de vous faire croire qu'il fait fret. Il doit faire 1000 dehors, puis on va pas s'en plaindre. Merci d'être là. La finale de la Coupe Stanley se poursuit ce soir à Raleigh avec le match numéro 5. Ouais. Mais comme on est en juin, ce n'est plus Cinco de Mayo anyway. C'est le début d'une série 2-3, avantage de la glace aux Hurricanes qui semblent avoir passé les tempêtes, stabilisant la position de gardien de but au passage. Est-ce que l'effet Brendan Bossy va se poursuivre ce soir? Tom, tom, tom. On y revient dans quelques instants avec Renaud Lavoie à Raleigh, mais d'abord, le Canadien doit se mettre à la recherche d'un entraîneur-chef pour sa filiale du Rocket de Laval. Pascal Vincent retourne sur les vols nolisés, les steaks d'un pouce et demi et les grands hôtels. Il s'en va dans la Ligue nationale à nouveau, lève les voiles, rejoint le Kraken de Seattle en qualité d'adjoint principal du coach en chef, Lane Lambert, qu'on ne sait plus appeler Lambert au Québec pendant quelques années, alors qu'on avait fait un stunt chez les Nordiques. En le mettant sous contrat pour s'aligner avec les Bleus, on lui avait donné le dossard numéro 13, imaginez, pour faire l'effet Pierre Lambert du National. Bon, Lane Lambert a toujours mieux patiné que Karl Marotte, ou si vous préférez, Pierre Lambert, mais il n'a jamais patiné comme un grand joueur de la Ligue nationale. C'est quand même un excellent coach. Et Pascal Vincent, probablement, voyant qu'il y a un retour aux vieilles branches dans la Ligue nationale. Il y a un retour au coach du passé. Probablement que Pascal s'est dit, alors, je retourne en haut en qualité d'adjoint. Il voit bien qu'ici, à Montréal, Martin Saint-Louis est associé aux Canadiens pour de nombreuses années à venir encore. Pascal sera avec nous dans la deuxième heure de l'émission. Tantôt, manquez pas ça. Tout de suite à Raleigh, Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va? Ça va très, très bien. Journée chaude et humide. Ici. Une première depuis le début de cette finale de la Coupe Stanley. De l'humidité, on n'avait pas eu ça, évidemment, à Las Vegas. Pas non plus ici au début de la série. Pas beaucoup d'humidité. Là, mais je te le fais pas dire. Hein. Ici, c'est à peu près pareil. Chaud, humide. Alors, pas de changement devant le filet des Hurricanes, Renaud. On avait, toi et moi, mis chacun notre chalet là-dessus. Là, fait qu'on sort avec 2 chalets chaque. Oui. C'est parfait. Exactement. Puis, écoute, on nous fait croire encore que tout le monde est disponible, mais Frederik Andersen n'était pas sur la glace ce matin. On nous a dit qu'il avait patiné avant tout le monde, mais qu'il n'est pas blessé. Hein. Ne l'oublions pas. Là. Tout le monde est disponible pour le match de ce soir et on ne nous dira pas non plus que Brendan Bossy sera le gardien pour le match de ce soir. Ce fut quand même le premier gardien à quitter et retraiter vers le vestiaire ce matin. Donc, vous savez comment ça marche dans la Ligue nationale. On ne se fera pas de secret, ni de cachette. Le premier gardien qui sort, c'est normalement celui qui joue le match le soir à 99,9 % des chances. Et j'aime nos chances, encore une fois, ce soir. Dans le cas de Frederik Andersen, on parle de blessure au cou. On parle peut-être même, il y a des gens qui commencent à laisser circuler le mot commotion. Ça me surprendrait parce qu'il n'aurait pas pu être sur la glace aussi rapidement. Comme tu le sais très bien, Jean-Charles, alors je pense que c'est beaucoup plus son coup qui l'ennuie présentement, mais évidemment qu'il n'y aura aucune confirmation du côté des Hurricanes à ce sujet. On nous répète qu'il n'est pas blessé. Non. Puis honnêtement, il y aurait le coup en parfaite santé que Bossy gaulerait pareil. Tu sais. End of story. On a tout compris. Voilà. 1 + 1 = 2. Oui, voilà. Absolument. Maintenant, qu'est-ce que les Golden Knights vont faire, eux, devant le filet? Ben oui, parce que ça, c'est l'autre question, là. Je peux te dire qu'à Las Vegas, on réclame haut et fort le fait, là, justement, que le gardien Carter cède sa place à Adin Hill. Wow. Parce que, dans le cas de Carter, comme tu le sais très bien, il a accordé 4 buts. À chaque match, au moins 4 buts à chaque match qu'il a disputé dans cette finale de la Coupe Stanley. C'est une première dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey qu'un gardien de but, lors des 4 premiers matchs d'une finale de la Coupe Stanley, accorde un minimum de 4 buts. Incroyable. Écoute, John Tortorella nous a répété ce matin que Carter Hart avait vraiment
toute sa confiance, il n'y a pas une autre façon de le dire, que c'est lui qui allait poursuivre le travail d'ici la finale de la Coupe Stanley. Ça reste que c'est une situation qui n'est pas idéale. Là. Quand ton gardien de but n'est pas capable de faire les arrêts qui font la différence. Vous allez me dire, attends, là, time out. Là. Dans le match numéro 3 en prolongation, première période, c'est lui qui fait l'arrêt avec le bout du pied droit. Et ça permet à son équipe d'être non seulement en vie, mais de remporter le match par la suite en deuxième période de prolongation. Et je veux dire, je ne m'astinerai pas avec personne là-dessus. Ça reste que les buts qu'il a accordés en première période dans la dernière rencontre, on peut avoir de bonnes discussions à savoir qu'est-ce qu'il aurait dû faire là-dessus. Même chose sur le but gagnant, celui de Jordan Staal. À un moment donné, ton déplacement ne peut pas être ça. Le run-tug-knot, la technique run-tug-knot, là, elle fait partie du passé. Il faut que tu te déplaces, là, pas que tu plonges de cette façon-là. Je comprends qu'il voulait faire l'arrêt, mais il y a une technique quand même qui existe dans la Ligue nationale pour faire des arrêts différemment de cette façon-là. Puis tant mieux pour Jordan Staal, ça lui a permis de marquer un but très important. Absolument. Maintenant, il va falloir que Jack Eichel se réveille et joue du hockey à hauteur de Jack Eichel. Est-ce que ce garçon, plutôt énigmatique, bon garçon, corps droite, des oreilles molles, énigmatique, est-ce qu'il comprend la chance qu'il a actuellement de remporter une Coupe Stanley? Est-ce que soulever une Coupe Stanley à bout de bras a une signification pour se remplir de talent? À quelquefois, on le regarde et on dit, es-tu au courant qu'il est bon, lui, ou il ne sait pas encore? Oui, il y en a déjà une Coupe Stanley, donc ce dossier-là est réglé. Ça reste que, à quelques occasions dans le dernier match, il aurait pu non seulement donner les devants à son équipe 4-3 ou encore créer l'égalité en troisième période. Écoute, les tirs sont parfaits, ça touche le poteau, ça touche la barre horizontale, mais il doit trouver une façon, Jean-Charles, de faire la différence. Et ça devient, à ce moment-ci de l'année, presque mental quand tu manques des occasions de marquer de la sorte. Elles sont là, mais il faut qu'elles soient payantes. Et la seule façon que ce soit payant, c'est que ça déjoue le gardien. Alors, on va écouter John Tortorella et par la suite le principal intéressé. I'm not worried about Jack. If there's one guy that gets it and who accepts responsibility, he does. It's an inch away of being up 4-3. It's an inch away of tying at 4-4 and another chance. He has a face-off chance, a face-off play chance. We don't want to keep talking about chances. We do need him to score. We do need him to lead the way, but he'll accept the responsibility. Good time for him right now. You're always going to be your hardest critic. I think I'm probably my hardest critic. I always believe I can play better and do more and contribute more, and that's kind of how I think now. Et dans tout ça, là, dans tout ça, tu sais, le problème, c'est aussi ces 40 premières minutes de jeu. Parce que l'avantage numérique, quand ça passe par lui, surtout dans les 40 premières minutes de jeu du dernier match, le nombre de fois qu'il avait la rondelle sur son bâton puis que la rondelle bondissait de toutes sortes de façons puis il n'était pas capable de la contrôler, ça aussi, c'est problématique là, pour un joueur qui a autant de talent. Mais énigmatique, hein? Les superstars américaines comme Michael, Matthews, toujours d'un calme olympien, toujours à un scan de leur propre performance près, de dire exactement ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, des bons analytiques, mais après ça, c'est comment est-ce qu'on saigne du nez, mon Armand? Comment est-ce qu'on pourrait bien saigner du nez? Ah ouais, on va aller saigner du nez, on va essayer ça. Ne prends dans mon club pareil. Je peux te le garantir. À ce compte-là, on en prend un maudit paquet, là, effectivement, puis on a de la place à part de ça. À tantôt, à la mise en échec, on en prend un maudit paquet. Salut, imagine-toi, on va reparler de basketball. Hey! Non, mais hier, arrête. Ça, hier... Je sais, mais là, il faut qu'on en reparle parce que ça s'est retrouvé dans cette finale, imagine-toi. C'était un sujet de discussion ici même en Caroline. Ça va de soi, t'es dans un état basket. Un basket universitaire, mais quand même. C'est un état basket. Après, c'est un état de course de char, bien entendu. Faut que les chars tournent en rond dans le bain, puis une fois qu'on est bien étourdi, on regarde du basket universitaire, puis bingo, l'affaire est ketchup. C'est le seul moment que ces gens-là vont à gauche.
Parce que ce sont tous des gens de droite. Oh, wow! Seule façon. Complètement. Seule façon. Seule façon. Seule façon. Hey, dis-moi donc, comment ça se fait que M. Swift n'était pas courtside hier à Madison Square Garden? Oh, faut-il y voir ça, là c'est une quelque excellente chose? bonne question. Oui, hein? Non, parce on dit que Madame était en visite pour trouver l'endroit où le mariage aurait lieu. Ah bon? Alors, c'est pour ça qu'elle était, entre autres, à New York hier, parce qu'on veut trouver l'endroit. Est-ce que M. Dolan, pour lui faire une petite faveur, puis lui prêter le Madison Square Garden? On sait jamais. Quelle noce! Quelle noce Oui, ce monsieur. serait, mais en tout cas, 2 bancs à côté d'elle, Ben Stiller avait pas l'air à vouloir ravir le cœur de madame. Même qu'il la regardait en disant, voyons, vas-tu arrêter de maganer le parquet avec tes talons aiguilles, là? Reste tranquille, tabaslac. Non, il était pas tranquille hier. Mais ils ont eu du fun, c'est ça qui compte. Ben, quel spectacle. Et les Knicks vont gagner un championnat, Exactement. qui le cru. À tantôt, Renaud. Faux. Salut, à tantôt, Jean-Charles. Salut. Le 14 juin, préparez-vous à vivre un événement historique. Voyez les 2 premiers combats du UFC 250 à la Maison-Blanche. Dimanche dès 20h à TVA Sport 2 et la carte complète sur Indigo. Ouais, ça va être quelque chose, comme disait l'autre. Sur place dans la capitale américaine, comme vous le savez maintenant, camarade Ben Baudouin. Ben, ça ne se dément pas. Et là, tu as eu accès privilégié aux installations, mon ami. Raconte-moi ça. Exactement. On les a vus, les photos. Hein? On les a montrées souvent en ondes. On voyait ça de loin. Des airs, vue d'oiseaux, mais lorsqu'on arrive à la Maison-Blanche, c'était ce matin très, très tôt, là, on a dû se lever et passer par une myriade de portails de sécurité pour être accepté sur le site. Mais c'est impressionnant, honnêtement. Là, on comprend pourquoi ça a coûté 60 millions de dollars, Jean-Charles, organiser cet événement. Ça, c'est 30 fois plus qu'un événement régulier dans un amphithéâtre. C'est incroyable. C'est la Sphère, tu te rappelles l'événement de la Sphère il y a quelques années à Las Vegas? Ouais. Ça avait coûté 20 millions. On parle de 3 fois plus. Donc, tout ça est plus grand que nature. La Maison-Blanche, c'est gros. Cette structure, la pince, c'est encore plus gros. Mais ce qui est fascinant avec ça, c'est que c'était pas le plan A. Et quand Dana White a vu le plan A, elle a dit non. La première structure, on voit pas assez le building en arrière. Donc, cette immense structure laisse voir la Maison-Blanche. Ce sera la vedette, je pense, la Maison-Blanche de cet événement. Parce qu'avec n'importe quel angle de caméra, on va la voir dans toute sa splendeur. Vous l'avez entendu dans la promo. Jetez juste un coup d'œil à TVA Sport. Même si vous n'avez aucun intérêt pour les combats, je pense que ça va être un très, très, très bon show de télé. On a parlé à Craig Borsari, le cerveau derrière l'opération, directeur du contenu de l'UFC. Très content quand même du résultat après 1 an de travail pour lui et son équipe quand même. On l'écoute. Wow. We've spent 3 or 4 visits to the White House where we were doing laser measurements of the South Lawn. Every time I was there, it always seemed like this is too small for what we're trying to build. Those trips paid off because, as many of you will see, the structure fits perfectly. I mean, within a 1/4 inch of what we had planned. And it allows us to maximize capacity and do a lot of the production elements and enhancements that we're looking for. À quelques jours de son combat contre Sean O'Malley, comment se sent notre Québécois Ayman Zahabi, mon cher Benoît? Il semble très bien. Il est très généreux, Ayman. Jamais, toujours le sourire, toujours du temps pour nous. Mais je pense qu'il commence à être tanné d'en parler. Là. Ça fait 14 semaines qu'on le sait qu'il va affronter O'Malley. Le camp est fait, les devoirs sont faits. Il n'a rien mis de côté. Là. Il a vraiment tout mis en œuvre pour essayer d'aller chercher cette immense victoire. L'humidité va être un facteur, fait très chaud. Intéressant parce que jusqu'à cette année, au Tristar, il n'y avait pas d'air climatisé. Lui est habitué de s'entraîner sous les chaleurs suffocantes à Montréal, à l'intérieur du Tristar. Ça peut peut-être faire un impact. Ayman Zahabi, très résilient comme combattant, mais s'est fait toucher à ses dernières sorties. On le voit peut-être sur les images contre José Aldo notamment. Donc, O'Malley, lui, il voit une opportunité d'aller chercher son premier KO depuis 2023. On écoute les 2 combattants qui s'affronteront dimanche. Je pense que j'ai beaucoup plus de choses qui sont plus fortes dans ma carrière, que j'ai représentées, comme j'ai une très belle jab et j'ai beaucoup de choses, mais je suis fier d'avoir beaucoup de résilience parce que la moitié, pas la moitié, mais plusieurs gars auront abandonné dans ces moments-là, puis moi, j'ai pas abandonné et c'est quelque chose que c'est pas que tu peux entraîner facilement
et j'ai beaucoup de courage pour le faire. Et je suis content de l'avoir ça comme trait. Aldo's a legend. He's not what he used to be. Like, he still almost, finished him. But, yeah, if those guys are hitting him and hurting him and dropping him, I'm in my prime right now. I'm faster than I've ever been. I'm going to hit harder than I've ever hit, and he's going to feel that. Bon, on va être prêt pour l'Halloween, c'est parfait. 2 ceintures en jeu, du gros calibre. Tabaslac, m'a dire une affaire. Ah ouais, à la fête d'enfant, toi. Oui. Fais-moi des toutous, des chiens en ballon. Ouais, ça flash dans le noir, je te confirme effectivement. Oui, du gros calibre, Jean-Charles. Écoute, demi-finale chez les lourds. Alex Pereira va tenter d'écrire l'histoire, aller chercher une ceinture dans une 3e catégorie contre Cyril Gane, le Français. Mais je veux te parler ce soir d'Ilia Topuria. C'est lui la tête d'affiche. 29 ans, invaincu, déjà double champion. On parle souvent dans d'autres sports, notamment au hockey, de talent générationnel. Lui, c'en est un, l'Espagnol. 17-0 dans sa carrière, complet, presque autant de KO que de soumission. Et la séquence qu'il a, là, KO percutant contre Alex Volkanovski, KO percutant contre Max Holloway, KO percutant contre Charles Oliveira. Honnêtement, c'est une séquence de 3 combats, c'est du jamais vu, là, je pense. Donc, Topuria, il peut être confiant de battre Justin Gaethje. Confiance ou arrogance, je vous laisse juger, on peut l'écouter. Everything that I say is based on the work that I'm putting in. And I know what I'm able to do inside that octagon. So when it comes to fighting, I know that I'm the best. And they think that it's cocky, but it's confidence. Confidence based on hard work. So that's why I used to say and predict some way like what's going to happen in a fight. On se reparle demain à 48 heures de l'événement. Ben, bonne soirée dans la capitale américaine, à Washington, à l'ombre du dôme, qui laisse entrevoir, bien sûr, merci beaucoup, Jean-Charles. la Maison-Blanche. Salut, mon ami. Bye-bye. Un sport de combat avant un autre. Au retour, on rejoint Stéphane Turcot au cabaret du Capitole. Superbe théâtre de la vieille capitale qui accueille ce soir en finale l'espoir local de 21 ans, Wilkins Mathieu. Manquez pas ça. On va parler maintenant à notre ami Stéphane Turcot qui est au Capitole à Québec, théâtre formidable, monument patrimonial, historique et tout le reste. Exactement, oui. Et un endroit formidable pour le théâtre extrême de la boxe. Eye of the Tiger Management est dans la place ce soir avec l'espoir local Wilkins Mathieu qui fait les frais de la finale, mon ami. Comment tu vas, Steph? En pleine forme, mes hommages, Jean-Charles. Mon respect, mon ami. Alors, parle-moi de cette beauté derrière toi et je parle pas du gars qui marche, là, actuellement. Écoute, tu l'as dit, là, ça fait partie du patrimoine. La bassiste existe depuis 1903. Des grands artistes se sont produits ici. Je pense à Kenny Rogers, Dennis DeYoung, Alice Robbie et compagnie. Là, tu le vois, Pat, notre caméraman, vous a montré les estrades. Il y a 1000 places ce soir et ça s'est vendu, ça sera salle comble. Ça s'est vendu assez rapidement et le ring a été installé sur la scène. Comme tu le vois, évidemment, on a baissé le ring. Là, c'est un ring de 12 pouces. Mais tous les gens qui ont participé à l'installation sont pleinement satisfaits et sont convaincus que les gens vont adorer l'expérience. Et je peux te confirmer déjà, parce qu'on m'a confié, qu'il y aura un autre gala au Capitole de Québec le 8 octobre prochain. Mais celui de ce soir promet, il sera présenté d'ailleurs à notre antenne à TVA Sport à compter de 18h30. C'est une excellente idée. Quel flash. Je suis un peu étonné, par contre, parce que exactement là où tu te tiens, au premier parterre, je croyais que c'est là qu'on installerait le ring et qu'on aurait un décorum avec quelques loges sur la scène pour être dans le monde. On y a songé. Oui, hein? On y a songé en installant justement des places, des chaises sur la scène, mais finalement, on en est venu à un consensus que c'était le meilleur endroit parce que les gens vont voir ceux qui sont évidemment sur le parterre seront aux premières loges, mais il faut savoir aussi qu'il y aura le balcon au 2e étage qui sera rempli à pleine capacité, mais ça risque de donner une ambiance feutrée, différente des autres fois là, du Centre Vidéotron ou d'autres endroits plus grands où ont eu lieu des galas de boxe. C'est le premier gala de boxe de l'histoire du Théâtre Le Capitole, mais il y a quelques années, on avait présenté un gala d'arts martiaux mixtes. Ce soir, c'est la boxe là, qui est à l'honneur au Théâtre Le Capitole. Magnifique. Évidemment, le point de mire, c'est Wilkins Mathieu.
Boxeur phénoménal s'il en est un, 21 ans seulement, beaucoup de millage déjà, 15 combats, autant de victoires, 10 par voie de knockout. Fait face à un test époustouflant ce soir. Esquivaro Falcao qui est devant lui avec 32 victoires, dont 21 par knockout, seulement 2 défaites. Un gars qui a combattu de grands boxeurs pour des titres mondiaux. Et l'affaire avec Mathieu, c'est qu'il retient l'attention, mais pas nécessairement pour des bonnes raisons, avec ses histoires de prise de position sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là, Stéphane? Parce que certains le vilipendent et d'autres le défendent. Exactement. C'est pas un jeune homme qui fait l'unanimité, mais c'est un cérébral, c'est un garçon qui est très articulé, qui s'exprime bien. Il n'a que 21 ans, mais ce soir, là, c'est le combat de sa carrière jusqu'à présent. C'est un combat charnière dans sa jeune carrière. Il a à peine 21 ans. Et tu dis, il ne fait pas l'unanimité. Juste à la pesée hier, lors du face-à-face, c'est lui, là, du haut de ses 21 ans, qui a provoqué son adversaire Falcao en lui disant, écoute, tu trembles, tu me sembles nerveux, je pense que tu as peur de moi. Déjà, il tentait d'entrer dans sa tête et il n'a que 21 ans. Donc, il a l'aplomb, il n'a pas froid aux yeux. Lui, lorsque le sac d'humilité est passé, là, il était absent. Mais je pense que c'est le propre de bien des boxeurs dans l'histoire. Donc, ce soir, un combat important parce qu'avec une victoire, il se retrouverait dans le top 10 de bien des catégories. Et on parle d'une catégorie importante dans le monde de la boxe. C'est les 168 livres, les super moyens. C'est la même catégorie là, que les Mbili, que les Canelo Alvarez. Bref, ça promet ce soir. Et pour avoir parlé avec quelques personnes, on s'attend à un long combat qui va fort possiblement se terminer par une décision. Unanime ou partagée, on verra bien ce soir. Ça risque bien d'être ça parce que Falcao est capable d'encaisser, là, mais il ne faut pas oublier que Wilkins a fait une coupe de points importante pour cette bataille-là. Alors, il va monter avec un 15-20 livres de plus sur le ring ce soir. Il va dire de quoi la première droite manquait-la pas. Puis, si Wilkins ne la manque pas, je pense que Falcao va comprendre que c'est une veillée qui va faire mal, là. Et ça pourrait, à l'usure, l'empêcher de se rendre à la limite. Mais c'est un gars, Falcao, qui est capable, le Brésilien, de s'engager dans des combats de rue. C'est un gaucher, donc toujours à craindre, un gaucher à la boxe. C'est un gars qui a de l'expérience, un ancien aspirant mondial, médaillé olympique à Londres, médaille d'argent à Londres en 2012. Donc, c'est le plus grand adversaire qu'il va affronter ce soir, Wilkins, et j'ai bien hâte de voir. Mais en tout cas, à la conférence de presse mardi, à la pesée hier, il me semblait hyper confiant avec son frère Lexon, notamment, qui était présent. Lui qui était pressenti il y a quelques années pour devenir The Next One. Mais le Next One, là, c'est Wilkins Mathieu, originaire de la ville de Québec. Mais tu l'as bien dit, là. C'est pas un petit gars qui fait l'unanimité. Pas une petite pointure non plus devant lui ce soir. L'extraordinaire Leila Baudouin, également de Québec, est en demi-finale ce soir. Elle a le privilège, là, pour une deuxième fois en l'espace de 6 mois, de se battre pour un championnat du monde. Elle l'avait fait en décembre dernier. Elle avait perdu par décision unanime contre Alexia Baumgartner. Et là, ce soir, elle affronte une Colombienne du nom de Paulina Angel. Donc, ce soir, la possibilité de remporter un titre mondial WBA. Avec grand bonheur, on regarde ça. TVA Sport 2. Tantôt, Stéphane Turcot dans la place au magnifique Théâtre Capitole à Québec. Bonne soirée, Steph. Merci infiniment. Ça arrête en pause. C'est Marinaro! Wow! Retour, Pascal Vincent. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Wow, bello! Comment ça va? Très bien. Toi? Notre intervention hier, ça fait beaucoup jaser, hein? Ça fait beaucoup jaser. Veux-tu faire une mise au point? J'apprécierais. Oui? Oui. On va certainement le faire, là. Hier, on parlait de Mike Babcock. Oui. Comme possible entraîneur-chef des Oilers d'Edmonton. T'as été contre, j'ai été contre. T'as poussé pour la candidature pour Bob Hartley. J'ai fait exactement la même chose. T'as dit c'est un gagnant. J'ai dit oui. J'ai dit son CV parle pour lui-même. Et là, j'ai dit, par contre, je sais pas si Bob il veut travailler encore, parce que Bob, je pense, j'ai entendu qu'il était à la retraite. Et toi, tu as dit, mais il était à la retraite aussi avant d'y aller en Russie, mais il est allé en Russie. Mais je dis, oui, il est allé en Russie, mais j'imagine qu'ils ont sorti le cash. Ça veut pas dire qu'ils ont sorti le cash pour le mettre dans ses bas, là, pour le mettre dans ses poches, là. Je veux dire que, évidemment, ils ont fait un offre qu'ils pouvaient pas refuser. Donc, là, voilà une petite mise au point, puis...
Alors, je vais le faire puisque tu veux pas le faire, mais à mon ami Bob, si le propos a pu être mal reçu ou mal interprété, nos plus plates excuses, Bob, et à tous les gens qui auraient mal interprété également le propos, parce que la mise au point est acceptable et on comprend que tu faisais pas référence à mettre de la lousse dans ses bas ou whatever, ou être payé avec du cash dans une poche d'hockey. Non. Cela dit, je pense que tu as eu une bonne conversation avec Bob, que tout est correct, c'est parfait. Puis espérant que tous ceux qui auraient pu mal interpréter le propos, que ces explications vous satisfont. Et puis nos plus plates excuses, si vous l'avez mal reçu et que ça vous a mis hier dans une rogne. Là. Ce n'était pas l'objet de l'intervention. Non, mais loin de là. OK. Pascal Vincent, avec le Kraken de Seattle. Je l'ai déjà dit avec toi, là, ils ont sorti du cash pour toi. Ça ne veut pas dire qu'ils t'ont payé en cash. Là. Ça veut dire que tu as eu un beau offre de contrat. C'est ça. En tout cas. Je croyais que ça allait bien. Là. Ouais. Pascal Vincent quitte le Rocket, rejoint le Kraken de Seattle comme entraîneur adjoint. Donc, ça fait mal, je trouve. Ça fait mal aux Rockets et aux Canadiens. Ça fait mal aux Rockets, ça fait mal aux Canadiens. Pascal Vincent a fait tout un travail avec les jeunes joueurs de l'organisation des Canadiens. Et moi, personnellement, je voyais Pascal Vincent un jour avec le Canadien de Montréal. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'il a quitté que Pascal Vincent ne pourrait pas être avec le Rocket un jour, parce qu'il peut certainement l'être avec le Rocket un jour, avec le Canadien un jour. Sauf que, disons le Canadien, ils ont besoin d'un entraîneur dans 3 ans. C'est-tu raisonnable? Ils ont besoin d'un entraîneur dans 4 ans. Et Pascal Vincent, dans 3 ans ou 4 ans, c'est l'entraîneur-chef du Kraken. À ce moment-là, il n'est pas dispo. Si il est encore entraîneur adjoint avec le Kraken, puis le Canadien se cherche un entraîneur dans 3 ans ou 4 ans, à ce moment-là, le Kraken vont lui donner évidemment l'opportunité de se joindre au club de hockey canadien. Maintenant, on sait que Martin St-Louis est là à long terme, puis il a fait tout un travail, Martin, mais si Pascal Vincent voulait être entraîneur adjoint dans l'année nationale, moi, personnellement, mais les Canadiens ont beaucoup plus d'informations que moi, personnellement, j'aurais mis Pascal Vincent comme entraîneur adjoint avec le Canadien. Parce qu'oublie pas, depuis que Alex Burrows, il n'est plus là. On travaille à 3 seulement derrière. On travaille à 3. Il y a toujours la place pour quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment le divorce se prononce entre Pascal Vincent et l'organisation du Canadien? Est-ce que Pascal est vraiment content que son gardien numéro 1, qui aurait peut-être pu lui permettre de finir la job à Laval et gagner une Coupe Calder, était assis sur le banc à Montréal à regarder les prouesses de Jacob Dobèche? C'est toutes des questions qui restent dans les airs. Est-ce que Pascal, à la réflexion, voit qu'il y a un retour au vieux coach, au coach de la vieille école? Le nom de Babcock sort à Edmonton, il n'est pas considéré. Joel Kenville a fait tout un job à Anaheim. Ouais. Lindy Ruff à Buffalo. Je suis Rick pas convaincu Bowness, que Babcock John va aller à Edmonton, par exemple. Non, il n'ira pas. John Tortorella avec les Golden Knights de Vegas. Peut-être que Pascal se dit, OK, ils sont repartis sur une run de ressortir des vieux coachs. Ouais. Moi, je retourne en haut comme adjoint parce que je peux être un des meilleurs adjoints de la Ligue nationale. C'est une tête de hockey époustouflante, Pascal Vincent. C'est une bonne tête de hockey. Le club de hockey canadien ont perdu un bon entraîneur. Ils ont perdu une bonne personne. Ceci étant dit, beaucoup de crédit aux Canadiens. Eux sont allés chercher Pascal Vincent. C'est eux qui l'ont engagé. Mais pourquoi tu le laisses aller? Pourquoi tu le laisses aller? Pourquoi tu ne l'amènes pas à Montréal? Pourquoi tu ne dis pas, hey, attends un peu, là, avant de nous dire ça? J'ai pas toutes les informations. Ceci étant dit, j'imagine qu'on va parler d'un possible remplaçant. J'ai vu tous les noms qui circulent. Ouais. Que ce soit Jacob, que ce soit Jean, que ce soit Louis Robitaille, que ce soit Stéphane Julien. Moi, Serge Aubin, écoute, là, c'est tous des gagnants. Ça, c'est tous des gagnants. Bien, c'est tous des bons coachs. C'est tous des bons coachs. Écoute, Yannick Jean, me semble, ça fait 20 ans qu'il est entraîneur-chef dans la Ligue junior majeure du Québec. Gilles Bouchard à ça. Qui est avec le Crunch de Syracuse. Daniel Jacob. Moi, écoute, je suis proche d'aucun de ces gens-là, mais d'après toutes les informations que j'ai eues, moi, j'ai un petit penchant pour Sylvain Favreau. Pourquoi? Parce que tout ce que j'entends à propos de Sylvain Favreau est tête de hockey très moderne, entraîneur très moderne, proche de ses joueurs,
excellent communicateur. Il voit le hockey comme peu de gens voient le hockey. Il y a des nouvelles idées. Puis quand j'entends ça, on a entendu les mêmes choses à propos de Martin Saint-Louis. Donc, si le Canadien veut aller dans une continuation d'avoir les mêmes genres de philosophie de hockey, je pense qu'il pourrait. Puis, oublie pas que la dernière fois, il avait un chance d'y être. Là. C'était, me semble qu'il avait fini 2e à Pascal Vincent, peut-être 3e, je ne sais pas. Mais évidemment, ils ont retenu sa candidature. Mais est-ce que fondamentalement, la mode des coachs de ta filiale de Ligue américaine sont les dauphins qui sont appelés à devenir coach de ton club premier? Est-ce que cette mode-là est passée? Parce qu'on voit moins ça, là, Tony. Le gars qui grandit dans l'organisation dans la Ligue américaine, gradue dans la Ligue nationale. Yann Laperrière, c'est un grand chum de Daniel Brière. Coaché Phantoms de Philadelphie. Quand Dan a procédé à un changement en haut, c'est un excellent c'est pas Yann qui a monté. Oui, c'était pas une question. La question se pose. Est-ce que Yann pourrait rentrer à la maison et coacher le Rocket de Laval? Ça se peut. Puis évidemment, lui, parce que l'autre affaire, là... C'est un battant, c'est parce que l'autre affaire, tu parles de Sylvain Favreau, c'est une excellente tête de hockey. Est-ce que Sylvain Favreau, tu peux te fermer les yeux et l'imaginer être coach en chef dans la Ligue nationale? Moi, je suis capable de faire ça quand j'en imagine certains autres que je nommerai pas, puis je me dis, bien, lui, il l'a fait, Sylvain Favreau peut le faire. Parce que c'est ça que tu dois engager. Sylvain Favreau, depuis normalement, 4 ans, qu'est-ce qu'il fait avec Drummondville? Là? Ben oui, c'est extraordinaire. Hein? Mais moi, comme DG d'une organisation de la Ligue nationale, le gars que je veux à la tête de mon club de la Ligue américaine, c'est le gars que j'appelle anytime, s'en vient coacher en haut, puis c'est mon homme. Tu comprends? Oui. Le gars que tu mets là, tu sais qu'il peut être un coach en chef dans la Ligue nationale, puis il peut coacher ton club. Si tu n'as pas cette conviction-là, prends-en un autre. Oui. Là où est-ce que ça devient intéressant, c'est qu'évidemment, ceux qui vont mettre à Laval, il va être, tu sais, il va peut-être être coach des Canadiens un jour, ou peut-être pas, comme tu viens de dire, mais s'il le serait, ça serait quand? Puis avec combien de joueurs est-ce qu'il travaillerait avec, qu'il allait le trouver avec? Parce qu'il faut dire... Pour être honnête, là, je ne pense pas que dans les prochaines années, là, il va y avoir beaucoup de joueurs du Rocket qui vont être promus au Canadien. Il va y avoir peut-être quelques-uns. Peut-être Florian Jacquet, peut-être David Reinbacher, peut-être Adam Engstrom, peut-être Owen Beck, peut-être. Mais est-ce que, tu sais, les gros noms sont déjà là avec l'équipe. Le jeune noyau, là, les stars sont déjà là, mais peut-être, on va voir. OK. Mais écoute, c'est tous des excellents candidats. Hein? Donc, c'est dommage de perdre Pascal Vincent. Bravo pour lui qui va avoir une belle opportunité à Seattle. Et tu sais, je pense que je veux pas discriminer contre l'âge, mais je pense que si un entraîneur qui est dans les soixantaines d'années, ça va être difficile de l'attirer à ton équipe de la Ligue américaine aussi, là. La Ligue, comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Si t'as un coach... Non, mais il n'y a pas de candidat de 60 ans là-dedans. Non, je sais. Loin de là. Non, je sais, mais ça sera pas ça, là. Benoît Gros, il est pas jeune, là. Il n'y a pas 60 ans. Non, mais je veux dire, là. Comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? 50 ans. Oui, je pense que... 50 ans. Moi, je vois... Sylvain, il n'y a pas 50 ans encore. Ouais. Moi, je vois quelqu'un qui est jeune. Ben a une expérience tangible. Ça a très bien été en KHL. Oui. Très, très, très bien. Oui. Ça a bien été partout où il est passé, Ben. Il est allé en finale, là, en KHL. Ben, il gagne. Il gagne tout le temps. Ça, c'est sûr. Tu peux penser un peu à Bob, tu gagnes. Il arrive quelque part, il gagne. Pauvre Ben, il pensait son opportunité aurait été à Tampa avec le Lightning, mais finalement, John Cooper, il est là depuis très longtemps. Puis il va être là encore pendant très longtemps. OK, finale de la Coupe Stanley, match numéro 5. Toi, tu t'attends à un match bien différent ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas que je m'attends à un match bien différent, mais on met les cartes sur la table, OK? T'as Frederik Andersen, des premiers 3 matchs qu'il a joués, là, ça a été difficile pour lui. OK? Beaucoup de buts sont marqués. Les 4 matchs que Carter Hart a joués, là, c'était difficile pour lui. Donc, les deux équipes, ils ont comme l'impression, là... Tu sais, Caroline, ils ont comme l'impression, s'ils tirent souvent, là, ils vont marquer des buts sur Carter Hart. Vegas, ils savent qu'ils peuvent marquer des buts contre la Caroline, mais... Et là, ils ont marqué quelques buts contre Bossy aussi, depuis que Bossy est dans les buts. On n'a pas vu un match défensif encore. Ça se peut-tu qu'on va voir un match défensif? Moi, je pense qu'on va voir un match... Tout le monde s'attendait à ça au match numéro 4. Et les Hurricanes se sont placés dans une situation de rêve en marquant 2 buts rapides. Ils auraient pu éteindre le match, puis ils n'ont pas été capables de le faire parce qu'ils ne sont pas capables d'éteindre Vegas. Ça veut dire que Torts a fait ses devoirs, il fait le job, il est prêt, puis Tabaslac, va te dire une affaire, il ne se laisse pas éteindre. Les équipes sont agressives en échec avant.
sont agressives en désavantage numérique. Ils provoquent des revirements. Oui, je comprends. Mais je sais pas, je vois un match avec moins de buts ce soir. Je pense que, écoute, on arrive au 5e match, là. La marge d'erreur est beaucoup plus mince que quand la série a commencé. Parce que là, il manque 2 victoires aux 2 équipes pour gagner la Coupe Stanley. Donc, je pense que le jeu dans la zone va être meilleur, ça va être beaucoup plus responsable. Je ne vois pas Vegas donner un but de la victoire avec 5 joueurs du même bord, là, du même côté. Donc, je m'attends à un match avec moins de buts de qu'est-ce qu'on a vu à date. Est-ce que le club qui gagne ce soir soulève la coupe? Je pense... Ouf. Moi, je pense que la série va en 7. Je pense que oui aussi. Moi, je pense que la série va en 7. Oui, mais celui qui gagne à soir va gagner Game 7. Écoute, moi, je pense que la Caroline vont gagner en 7. Moi, c'est Vegas. Mais si Vegas gagne ce soir, c'est sûr et certain que tu leur donnes l'opportunité de finir ça devant leurs partisans, une équipe de vétérans expérimentés qui ont 11 joueurs qui ont déjà remporté la Coupe Stanley. C'est sûr et certain que la Caroline joue avec du feu. OK, Coupe du Monde, donc, toi, c'est t'as lancé. Vegas en 7, puis moi, j'ai Caroline en 7, c'est ça? Oui, okay. Exact. Coupe du Monde, c'est lancé. Mexico gagne 2-0 aujourd'hui contre l'Afrique du Sud. Et plus tard, ce soir, très tard, la Corée du Sud contre la Tchéquie. Il faut dire que plus tôt aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui a prédit une victoire du Mexique de 2-0 et un des 2 buts par leur numéro 9, Jiménez. Je sais même pas qui c'est qui a fait ça. Ça doit être un Italien avec les cheveux frisés, avec des yeux bleus-verts très beaux. Jusque-là, je pensais que c'était toi. OK. Canada, Bosnie-Herzégovine demain. Au noir en ce moment. Est-ce que le Canada bat la Bosnie-Herzégovine demain? Enlever le rideau. Ça, je suis moins convaincu. À BMO Field. Je suis moins convaincu. Pas parce que le Canada joue contre une grosse équipe demain. Il ne joue pas contre une grosse équipe, même si l'Italie ont perdu contre eux autres. Là. Hey, c'est incroyable ce qu'on a fait à Toronto. Là. Mais as-tu entendu la nouvelle? Non, mais je regarde ça. Là. Oui. Quand je vois ce qu'on a fait à BMO Field, là, Tony, là, arrêtons de niaiser avec rénover le stade olympique. Là. Oui. Ça va coûter pas mal moins cher d'arriver avec un bijou qui ressemble à ça. Là. Ben oui, pourquoi pas? Alors, restez au magnifique parc Saputo, il y en a plusieurs personnes qui parlent là, que Montréal ont peut-être fait de la bonne chose, mais moi, je pense qu'on aurait dû avoir la Coupe du Monde ici, malheureusement. As-tu entendu la nouvelle? On attend 45 000 personnes demain au stade BMO. On dit que 30 000 vont être des partisans de la Bosnie. Ça ne marche pas, ça. Hey, j'espère que non, man. Ça serait un vrai mon joke, cette affaire-là. bosniaque de voyage. Ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao! Au retour, tournoi de golf des anciens Canadiens, Anthony Martineau. Anthony Martineau était nos yeux et nos oreilles plus tôt aujourd'hui au tournoi de golf des anciens du Canadien. Ton sacré dehors avant le souper? Oui, c'est parce qu'ils savent que je mange beaucoup. Ils ont voulu éviter de devoir gratter les fonds de tiroir. Alors, ils ont dit, Anthony, ta job est faite, tu peux quitter. J'ai compris, c'est correct. Alors, tu allais faire un tour au tournoi ce matin. Et là, il y a un ancien entraîneur-chef du Canadien avec qui tu as parlé et qui a bien voulu se prononcer sur ce qu'il manque à la recette du Canadien pour gagner la Coupe Stanley. Oui, bien sûr. Il y avait plusieurs invités quand même de marque. Jean-Charles, dont Jean Perron était là, lui qui a gagné la Coupe en 1986 avec le Canadien. Évidemment, Patrice Brisebois aussi, lui qui a eu de nouvelles fonctions cette année dans son rôle où il devait donc faire le pont entre les anciens Canadiens et la nouvelle génération. Et on sait que pour l'administration Kent Hughes, Jeff Gorton, c'est extrêmement important, JC, de rendre visible les anciens Canadiens qui, bien sûr, sont derrière les 24 Coupes Stanley de l'histoire de l'équipe. Alors, on veut vraiment créer cette relation ou recréer, c'est selon, cette relation entre anciens et jeunes joueurs. Et on a vu plusieurs, donc, anciens cette année dans les environs du Centre Bell, mais aussi la saison passée, c'est de mieux en mieux. Alors, si tu me permets, je te lancerai d'abord sur Patrice Brisebois parce que c'est quand même le gars qui vivait son premier tournoi de golf en tant que, chef de file de tout ce qui se passe avec les anciens. Et selon lui, si le Canadien continue dans la voie qu'il a empruntée depuis, disons, l'an passé, il va se passer de très grandes choses à Montréal et ce, rapidement. Quand on regarde le talent pur, écoute, c'est extraordinaire. Alors,
Je veux pas me mouiller, mais ça ne surprendrait pas d'ici peut-être 2-3 ans qu'on ait peut-être 2-3 coupes d'affilée. Moi, je le vois de ce côté-là parce que c'est des jeunes dédiés, des jeunes qui sont très, très, très unis. On voit, ils ont beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Alors, écoute, moi, je pense que sky's the limit pour ces jeunes-là. Alors, il faut qu'ils y croient. Ouais. Ça, c'est une autre chose. C'est une chose d'y croire, mais il faut mettre les efforts. Puis avec le talent qu'ils ont, je pense qu'à un moment donné, ça va arriver. Bon. OK. Je trouve que Jean a fière allure, hein? Tabarouette, on va te dire une affaire. Hein? J'ai pas lancé Jean Perron, j'ai dit Patrice Brisebois. Jean Perron s'en vient. Il est là parce que je le sais qu'il est apprécié. Des commentaires quand même qui sont très souvent, disons, corsés. Mais j'ai envie de dire honnête surtout. Jean parle toujours avec son cœur. Il ne se censure pas. C'est ce qu'on apprécie notamment de sa personne. Et comme tu me lançais en ouverture, oui, il a été question des éléments manquants, Jean-Charles, bien sûr, aux Canadiens pour aspirer à ce que Patrice Brisebois décrit comme 2 ou 3 Coupes Stanley de suite, potentiellement, là. Bon, en dehors de l'expérience, parce que ça s'achète pas. Faut les vivre, ces années-là. Quel est donc l'élément le plus important à ajouter aux Canadiens de Montréal, selon Jean Perron? Alors, voici l'ancien entraîneur. Le Canadien se doit de se grossir, ça, c'est clair. Puis ils doivent se grossir à côté de Hudson. Tu sais, Hudson, là, ça y prend un Pronger. Tu sais, Hudson va devenir encore meilleur. C'est un joueur générationnel. Ça fait que tu es obligé d'aller chercher une espèce de Pronger pour le protéger, pour bien l'appuyer. Le système homme à homme, c'est sa seule bête noire. C'est pas facile pour les jeunes de s'acclimater à ce style-là. Il y en a qui vont dire, ben toi, Perron, avec ton système de défensive de zone. Oui, mais la plupart des équipes dans la Ligue nationale utilisent la défensive de zone. Ça fonctionne. Ça fait que lui, Martin, il tient, mais c'est un têtu. Je savais que la dernière partie de la clip allait te plaire. Alors, j'y ai pas parlé. Moi, j'ai jamais parlé du système. Hein? Ton avis, Jean, sur Martin Saint-Louis. Et c'est lui qui a commencé avec le système. Alors, clairement, ce système-là a encore besoin d'un peu de peaufinage, mais ça a fait sourciller quelques anciens, hein, comme tu as pu le constater. Ben oui, bien sûr. Dont un qui a été cloué au pilori là, sur les réseaux sociaux pour des propos pas très élogieux à l'endroit de Jacob Dobeš. Eh bien, mon ami Théo a fait « mea culpa, mea maxima culpa ». Théo, qui avait l'air du guitariste rock invité dans le tournoi. Non, c'est un ancien goaler, gagnant de plusieurs trophées d'ailleurs. Quel style, hein, quand même. Et il était très heureux, d'ailleurs, d'accepter l'entrevue. Il est venu nous voir, a pris des nouvelles. Lui, il arrive tout droit de Floride, mais il dit « J'aime toujours revenir chez moi. » Y a-tu demandé un cachet? Il a fait ça gratos. Gratos. Je suis renversé, là. Tabarouette. Mais tu vas être encore plus renversé quand tu vas voir qu'il a fait ça gratuit avec ce qu'il a bien voulu nous dire. Parce que José Théodore, mesdames, messieurs, s'est auto-flagellé. Il regrette ses propos durs à l'endroit de Jacob Dobeš. Ah oui, donc. En bon québécois, il m'a fermé la gueule. Parce qu'au début, je le trouvais très croche, puis je trouvais qu'il ne s'adaptait pas. Je disais, crime, il fait les mêmes erreurs techniquement qu'il faisait l'année dernière, en début de saison. C'était les mêmes erreurs. Là, après, on a eu un changement d'entraîneur de gardien. Je ne sais pas si c'est ça la réponse. Je trouve juste que depuis qu'on a changé d'entraîneur de gardien de but, je l'ai trouvé beaucoup plus stable devant son filet, techniquement plus solide. Mais qu'est-ce que j'ai sous-estimé de Dobeš? Puis je suis le premier à l'admettre. C'est sa force, son caractère, sa force mentale. L'air en forme, Théo. Il a l'air en pleine forme. Oui, vraiment. Puis après ça, il a bien voulu revenir sur l'épisode d'octobre où Dobeš avait fondu en larmes après un match au New Jersey. Et Théo, il dit, je suis peut-être de la vieille école, mais dis-moi, au départ, voir un gardien pleurer comme ça après un match sans grande importance contre les Devils au New Jersey, et là, j'étais pas convaincu. Mais je suis obligé de vous dire que là, tous ceux qui avaient parié sur Dobeš ont raison et j'ai très hâte de le voir la saison prochaine. Et Théo n'est pas le seul en passant parce que l'an prochain, Dobeš, oui, Fowler va aussi vouloir des minutes. Comment l'organisation va gérer ça? Ça aussi, c'est un dossier intéressant, Jean-Charles.
Oh, ben là, Fowler va vouloir des minutes. Fowler pas dans une grande position pour réclamer des minutes et devrait remercier le ciel à tous les soirs de manger des steaks d'1,5 pouce en vol nolisé dans des grands hôtels. Parce que normalement, le kid devrait faire ses classes à Laval. Ben, c'est là le point. C'est là le point. Si on se fie au plan parfait, là, il n'y a jamais de plan parfait, tu me diras, là, mais si on se fie à ce qui devrait arriver pour un gardien comme Jacob Fowler, qui est jeune, qui a plein de talent, ce gars-là doit jouer des minutes. Ben oui. Alors, l'an prochain, comment? Ben oui, mais c'est ça l'affaire, là. Tu sais, si tu limites Dauberge à 45 départs l'an dernier, ça se peut que tu regardes en disant, mais niaises-tu? Tu comprends? Ben, c'est un peu ça. À un moment donné, c'est un gars qui va vouloir 50, 55 départs, va vouloir le statut de numéro 1, qu'il a gagné comme ses épaulettes Solidex cette année. OK, Anto, excellent travail. Avant que ta couette lâche littéralement, là, je te ouais, là, je permets sais pas si c'est ça. Attends, là, la voilà placée, mais le segment est terminé. Trop tard. Es-tu là demain? Je suis pas là demain. Non, moi, ça se termine aujourd'hui pour JC, mon ami. C'était une belle ride encore une fois, mon chum. Merci infiniment. Grand privilège. Bon été. 7e saison avec toi, mon ami, puis le privilège est pour moi. Merci de m'avoir fait une place à 22 ans, puis chaque jour, j'ai bien du fun. C'est ça qui compte à la fin. Hein? Plaisir partagé. Bon été, on se croise. À très bientôt. Yes, sir. Salut, Anto. On va s'arrêter en pause. D'ailleurs, ratez pas la dernière de la saison demain, de 17h à 19h. On a bien des affaires à vous raconter demain à l'émission. Je pense que tu ne veux pas manquer ça. On va s'arrêter en pause. Pas un coach, 2 coachs au retour. André Tourigny, le Bear. Pascal Vincent, de retour dans le show avec le Kraken de Seattle quitte le Rocket de Laval après une association plutôt courte, ma foi. On ira également à Raleigh, en Caroline, avec Alex Picard, Félix Séguin, Maxime Lapierre, Alexandre Daigle et le billet de saison.